C'était l'effervescence à Faré-Bersviller. Une semaine après son couronnement, Miss France 2026 a effectué sa première sortie officielle au centre commercial Best. Ina Opoko-Devez a eu le plaisir d'avoir ses premiers échanges avec le public et d'être membre du jury pour l'élection de Miss Moselle 2026. C'est Célia Laurie qui a été couronnée. C'est un honneur, j'ai été très bien accueillie, la population m'a fait de grands sourires et je les remercie pour ce si bel accueil et pour cette belle opportunité à mon tour de pouvoir justement apporter un peu de mon expérience et voir de belles jeunes filles tenter cette aventure. La représentante de Tahiti était accompagnée de Miss Lorraine et Miss Alsace 2025. Une longue file d'attente s'est formée pour pouvoir la rencontrer et profiter d'une séance photo et dédicace. Plusieurs centaines de personnes se sont pressées pour venir la voir. C'est surtout les échanges humains, rencontrer les Français qui, grâce à eux, c'est grâce à eux que je suis là ici aujourd'hui. Donc, écouter l'échange humain, avoir la chance de pouvoir justement discuter, échanger, partager de bons moments et puis en même temps partager nos belles spécialités que nous avons dans nos régions, découvrir un peu plus de chaque région pour encore mieux la représenter. Cette première immersion marque le début de cette tournée des régions. De nombreuses personnes ont pris l'habitude de ce rendez-vous. Est-ce que vous êtes une fan de Miss France ? Absolument, depuis la première heure. Et donc vous êtes venu la voir aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez ressenti ? Je suis très contente, elle est magnifique, elles sont très gentilles. Et franchement, à chaque fois que je vois les Miss France, de toute façon, je suis heureuse. Donc, Vous êtes toujours au rendez-vous ? Toujours, tous les ans. Beaucoup de joie, elles sont très sympathiques en plus. Et puis c'est vrai qu'en les regardant à la télé, dès le départ, on avait flashé sur Miss Tahiti. C'est le rendez-vous de l'année à Best, c'est la 6e année qu'on accueille Miss France. Donc on est toujours très ravis de l'accueillir. Et encore plus depuis 2 ans avec l'élection de Miss Moselle. Donc on a vraiment de bons rapports avec le comité Miss Lorraine, avec qui on organise et on les remercie beaucoup. La toute nouvelle Miss France 2026 a hâte d'aller découvrir le reste des régions. Elle a eu ici un aperçu de ce qui l'attendra dans les prochains temps. C'est un espace de commerce en libre-service qui s'apprête à voir le jour à Montbronne. La commune a lancé ce projet de drive sur un terrain lui appartenant à côté du complexe multisport. Un projet longuement mûri par la municipalité. On leur a présenté le lieu qui est juste idéal parce qu'il y a près de 2500 passages de voitures par jour. C'est un axe entre l'Alsace et la Moselle. Et facilité de parking, tout. Et les gens peuvent se garer facilement, c'est sécurisé. Pour accueillir les casiers frigorifiques réfrigérés et secs, la municipalité souhaitait un bâtiment s'intégrant dans le paysage. Ça va être un bâtiment qui se présentera sous forme de carport. Donc il va être équipé, comme vous avez dit, de colonnes de distribution, d'automates pour de l'alimentaire. Et donc cet ensemble de colonnes sera installé, présenté sous une grande toiture. Le magasin Leclerc de Sarre-Union disposera de 80 casiers. 2 chauffeurs seront embauchés pour réaliser les livraisons dans son drive décentralisé. Ce commerçant ambulant aura également à sa disposition 70 casiers pour vendre au début des fruits et légumes locaux. Il souhaite davantage s'implanter dans la commune avec ce service. Les marchés qu'on fait, c'est plutôt vers Sarreguemines, Bérennes, plus loin. Donc là, on voudrait plus localiser ici, vers Montbronne. C'est pour ça qu'on voudrait plus s'implanter dans le village. Et pour nous, ça aiderait aussi les gens du village. Les casiers seront mis en service fin février. C'est une recette familiale préparée depuis de longues années. À la boulangerie Stanger à Sarreguemines, la production des spritz et autres biscuits de Noël s'achève. C'est la dernière fournée. Près d'1 tonne a été confectionnée depuis le mois de novembre. On a une texture vraiment bien friable et on a déjà essayé de changer un petit peu, mais ça se remarque tout de suite, donc on garde vraiment la recette traditionnelle. Depuis quelques années, la production est plus rapide grâce à l'investissement dans de nouvelles technologies. L'équipe gagne du temps et peut être plus productive. Une grande partie du travail reste tout de même manuelle. Ça va nous dresser des spritz tout droits qu'on va courber à la main. Parce que malheureusement, la machine, elle ne peut pas te les faire direct courber. Puis nous, on aime bien les faire en rond comme ça, c'est bien. Tu peux bien les mettre en sachet. Amandes, poudre de noisettes, cacao, les saveurs sont multiples. Et pour ajouter encore plus de gourmandise, certains spritz sont enrobés de chocolat. Des produits toujours attendus par la clientèle. Noël, Pâques, tout ça, c'est des périodes qui sont un peu... on a nos produits spécifiques à ces périodes-là et ils sont fabriqués uniquement à ces périodes-là. Donc
ça change un peu de la routine habituelle, quoi. C'est des belles périodes à travailler, ça demande un petit peu d'organisation, de travail, mais c'est toujours sympa, ouais. La production des biscuits est désormais terminée. Place bientôt à la galette des rois qui fera son apparition en boutique d'ici quelques semaines. Ce sont plus de 3600 colis qui ont été livrés ce mercredi depuis la plateforme de tri de la Poste de Woustviller. Nous sommes en plein pic de l'activité pour les fêtes de fin d'année. Marie fait partie des 89 personnes qui travaillent sur site. Elle se prépare pour sa tournée très tôt le matin. Elle a plus d'une centaine de colis à déposer, contre la moitié en temps normal. Je trie d'abord tout ce qui est courrier, presse, recommandé. Et après, je vais aller sur le chantier colis, récupérer tous les colis. Et aujourd'hui, on est gâtés niveau colis. C'est une bonne journée d'avant Noël. Marie travaille ici depuis maintenant 1 an et demi et c'est son premier vrai rush pour Noël. Elle s'organise au maximum pour bien livrer tous les colis de son chariot. Je vais flasher en fait tous mes objets et me les noter sur une feuille en fait, pour que ce soit dans l'ordre de la tournée et pouvoir les trier déjà un peu pour qu'après dans la voiture, ce soit pas mis en désordre parce que sinon on s'en sort pas, quoi. Quand la voiture là, elle va être bien pleine, donc pour gagner du temps en fait. En 2024, 1621 colis étaient livrés en moyenne par jour. En 2025, le nombre a augmenté de 7%, soit environ 1733 colis. Pour la période de novembre-décembre, les chiffres dépassent facilement les 2000 colis par jour. Il est 9h15, la tournée de Marie devrait se finir aux alentours de 14h. En temps normal, donc là, à voir aujourd'hui comment ça va se goupiller, parce qu'il y a beaucoup, donc c'est un peu aléatoire. On ne sait jamais trop, quand on arrive le matin, c'est un peu la surprise à chaque fois. La plateforme s'occupe du courrier et des paquets de 47 communes. Pour sa tournée, Marie ira à Woustviller, puis à Tédin. Donc là, on est à Woustviller, c'est le début de ma tournée, donc on va commencer à distribuer. Marie gère sa tournée à sa façon pour être le plus efficace possible. Si la personne est absente ou que le paquet ne rentre pas dans la boîte aux lettres, une procédure est mise en place. On a un protocole, oui, alors on laisse un avis de passage pour un colis si la personne n'est pas là. Et on se représente le lendemain quand même. On fait toujours une deuxième présentation pour les colis. Et si au bout du deuxième jour, ils sont toujours pas là, là, ils sont déposés après en bureau de poste. Souvent, les gens sont contents. Là, c'est vraiment le moment où ils nous attendent. Certains attendent avec impatience à la fenêtre. Ah, c'est le colis, c'est le cadeau. Donc, c'est sympa. Je trouve que ouais, c'est gratifiant. Dernière étape à Far-Ebersviller avant la fin de la distribution et avant d'attaquer une nouvelle journée chargée le lendemain. Qu'il vente, pleuve, fasse froid ou chaud, une maison isolée par Modern Habitat reste agréable et saine au fil des saisons. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus à Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Errorback vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, le temps s'améliore enfin pour demain. Du brouillard sera encore présent en début de journée, mais une fois levé, il laissera place à de belles éclaircies et un ciel bien dégagé. Côté température, les minimales iront de 3 à 4 degrés et les maximales de 8 à 9 degrés. Demain, nous fêtons les Ninons et il fera jour de 8h17 à 16h36. Passez tous encore une belle journée et un excellent week-end. Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite, viens ici maintenant. Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e room-ballet, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Vivez la magie d'un Noël faïencier du 21 novembre au 24 décembre à Sarreguemines. Promenez-vous au cœur du centre-ville dans une ambiance de féerie avec marché éphémère, animations, spectacles, expositions, concerts, rencontres avec le Père Noël et plein d'autres surprises. Ne manquez pas le concert de Noël avec Robin Lian pour l'ouverture le 21 novembre à 18h et l'inauguration avec les Nomikis le 22 novembre à 17h. Partez à la rencontre de Saint-Nicolas le 6 décembre et émerveillez-vous lors de la Sainte-Lucie le 13 décembre. Le marché de Noël de Sarreguemines vous est proposé dans le cadre de Noël de Moselle. Programme complet sur noël.sarreguemines.fr.
Plateau de charcuterie et fromage, panier gourmand et panettone. Pour des fêtes pleines de saveurs, découvrez de délicieuses spécialités italiennes chez Italia del Gusto. J'ai reçu mes premiers appareils auditifs, mais si mon audition s'aggrave, est-ce que je dois les changer? Bonjour. La passion de l'audition vous rassure. Les appareils auditifs sont conçus pour s'adapter aux évolutions de votre audition et nous vous suivons tout au long de l'année. Et tous ces services sont compris dans le prix de votre appareillage. C'est une affaire française, une affaire européenne. Le plaisir qu'on a de vivre dans une démocratie. L'important, c'est d'avoir vécu un moment ensemble. Depuis 1997, dans le pays de Bitche, depuis 2005 à Sarreguemines et Sarralbe, des JRI sillonnent l'arrondissement pour relater l'info locale. Des heures d'archives ont ainsi été enregistrées sur des cassettes, des DVD, des disques durs et des serveurs. La mémoire audiovisuelle du territoire. Son timbre de voix particulier, sa puissante stature, sa présence scénique incroyable et sa jovialité l'ont imposé au grand public. Dans la dernière pièce du Sarreguemines Platttheater, il joue à merveille le rôle d'un député. Les quiproquos s'enchaînent, les clins d'œil aux extravagances de DSK aussi, mais toujours dans la retenue. Touche à tout, enseignant à la retraite, Arsène était un boulimique de la vie et du travail. Parfois dans l'ombre d'une chorale ou pêcheur aux aurores, mais le plus souvent sur scène, dans les carnavals et la saison théâtrale. Il animait également une émission à Radio Mélodie. Ici, il joue un rôle dans une pub pour Mosaïque. Ne t'inquiète donc pas, les enfants sont là. Et puis, on a le temps. Mais la spécialité d'Arsène est l'humour, tout simplement. Il aime faire rire et sa bonne humeur est communicative. Il y a quelques jours encore, il était le Fotza à la Capen de Welferdin. Et pour les hommes ont une vie de rat. Ratisse de jardin, ramasse des chaussettes, ramène des sous. La forêt qu'il aimait tant lui aura pris la vie, mais sa bonne humeur restera. Mosaïque s'associe à la douleur des siens, et en particulier de son épouse et de ses 2 enfants. D'hier à aujourd'hui. En 1851, les époux Bourgoun font de leur maison de Sarralbe un lieu ouvert aux pauvres et orphelins. Lorsqu'ils décèdent 2 ans plus tard, ils la lèguent à la congrégation des Sœurs du Très-Saint-Sauveur avec comme seule demande, je cite, que les aînés, les malades de tout rang et de tout culte, ainsi que les mamans, soient soignés. Malgré les difficultés, les sœurs sauront maintenir l'œuvre des époux jusqu'à ce que la Deuxième Guerre mondiale éclate. Dès lors, toute la population de Sarralbe est évacuée, ainsi que les résidents de l'hôpital. À leur retour 1 an plus tard, le bâtiment n'est plus que ruine. Les sœurs mettent alors tout en œuvre pour qu'il soit reconstruit. C'est en 1958 que le nouvel édifice est inauguré. L'hôpital opère régulièrement des changements au sein du bâtiment, tels que la transformation des lits de repos et de convalescence créés en 1977 en lits de moyen séjour en 1978. Aujourd'hui, le bâtiment est constitué par un hôpital et une maison de retraite. Il compte 115 lits. À chacun sa version. Comme dans tout conflit, c'est une question de point de vue, souvent entourée de non-dits. Las de ne pas se faire entendre, l'opposition, soit 7 conseillers sur les 15 qui siègent à Silsheim, a décidé lundi dernier de démissionner avec effet immédiat. La ligne de force de l'opposition, c'était la défense des intérêts collectifs par rapport aux intérêts individuels. Donc avec l'affaire de la rue des Jardins, on n'a pas réussi. On n'a pas réussi depuis longtemps. On essaye de représenter les minoritaires. Ça ne marche pas. Le mieux, c'est de partir. Mais l'opposition est par définition minoritaire, et rares sont les communes où les maires laissent une grande latitude et du pouvoir à leurs opposants. D'ailleurs, le maire de Silsheim a une toute autre version de la situation. Je pense qu'il y a 3 éléments qui jouent
et qui plaident pour cette démission. Tout d'abord, une réponse ministérielle datant de 2010 qui me permet, malgré le vote d'opposition qui souhaitait bloquer le budget de la commune, de récupérer les excédents et la TVA. Donc, partant de ce moment-là, il n'avait plus la possibilité, une fois par année, de faire la une des journaux. Le deuxième élément qui participe, à mon avis, à cette décision, c'est une décision du tribunal administratif datant de décembre 2011 qui rejette toutes les demandes de M. Estève concernant une décision municipale de 2009 et qui le déboute de toutes ces demandes. Le troisième élément, qui est à mon avis pas le moins important, c'est début janvier, M. Estève a été condamné par la cour d'appel de Metz pour diffamation conjointement avec M. Lejeune à mon encontre. Depuis les élections municipales de mars 2008, remportées sur le fil par Pascal Wagner avec un seul conseiller d'avance sur l'opposition, le budget a été plusieurs fois bloqué, les attitudes se sont crispées, les noms d'oiseaux sont au bord des lèvres et les critiques fusent. La rue des Jardins va être faite. Nous aurions souhaité qu'elle débouche et qu'elle ne reste pas l'impasse des Jardins, ce qui aurait permis de créer 8 terrains à bâtir et même pas besoin de lotissement. 8 terrains à bâtir, c'est énorme pour Silsheim, c'est très difficile de trouver des terrains à bâtir. D'ailleurs, nos jeunes s'en vont, ils vont construire à Herbitsheim, à Vitrin. Et en plus, ça éviterait de fermer une classe dans 5 ans, parce que les effectifs de jeunes enfants diminuent. Puis il y a 4 rues qui ont été refaites, il n'y a pas un réseau sec qui a été enterré. Eh ben, ça fait 10 ans qu'on est un petit peu la risée de tous les autres villages. Tous les autres villages s'embellissent. Et nous, c'est pas le cas. Je réponds tout simplement que si l'on prend le cas de la rue des Prés, il y a aujourd'hui plusieurs terrains constructibles qui ne trouvent pas preneur. Donc la question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est faut-il créer d'autres terrains alors que les premiers terrains constructibles ne trouvent pas preneur. Deuxièmement, concernant l'effacement des réseaux, M. Estève sait très bien que le coût est exorbitant et qu'une commune comme Silsheim ne peut pas supporter le coût d'un effacement total des réseaux. Plus d'un tiers du conseil étant démissionnaire, des élections vont avoir lieu, sans doute au mois de mai, pour remplacer les 7 conseillers. En attendant, le conseil municipal de Silsheim se réunira en petit comité. Les 7 démissionnaires affirment ne pas vouloir se présenter à cette élection partielle qui ne peut que renforcer la majorité du maire. Le prochain grand rebondissement sera peut-être en 2014. Moi, pour 2014, je n'ai rien prévu du tout, puisque vu mon âge, je n'ai plus envie de me lancer dans une bataille comme à Silsheim, comme ça se passe à Silsheim. Moi, c'est fini, je ne me représenterai plus au conseil municipal. On verra en 2014, d'ici là, de l'eau aura coulé sur les ponts. C'est très loin, 2014. 2014, c'est dans 2 ans, il y a encore du travail d'ici là, et on verra. Une seule chose est sûre, d'ici là, les conseils municipaux seront moins mouvementés. Et ceux qui auront le dernier mot, ce seront les électeurs en 2014. Hommage et recueillement. À l'initiative de l'Union nationale des parachutistes, section de Sarreguemines, une cérémonie s'est déroulée hier en fin d'après-midi sur la place du Souvenir français à Velferdin. Vous le savez tous, 4 parachutistes d'actifs ont été lâchement et froidement abattus. 3 du 17e RGP en tenue militaire en pleine ville à Montauban, jeudi le 15 mars à 14h30. Et 1 du 1er RTP en civil dimanche le 11 mars à Toulouse en plein jour. 3 sont morts sur le coup. Le 4e, grièvement touché, se bat toujours pour survivre. Le 18 mars à Toulouse, devant le collège-lycée Osa Atora, un professeur de 30 ans ainsi que 3 enfants ont été exécutés de façon barbare. Et un enfant de 14 ans lutte encore contre la mort. L'Union nationale des parachutistes a tout naturellement souhaité associer la communauté juive à cette cérémonie. À Sarreguemines, comme dans toute la France, l'émotion était forte. Je crois que toute la communauté française
est aujourd'hui traumatisé par ce qui s'est passé. Et il me semble que dans tous les événements, dans toutes les manifestations, comme d'ailleurs je l'ai fait hier soir en respectant une minute de silence à l'occasion du palmarès sportif, eh bien aujourd'hui, cette manifestation qui a été faite à la demande de l'Union nationale des parachutistes eh bien, est une demande à laquelle j'ai bien évidemment acquiescé immédiatement, en y associant également la communauté israélite de Sarreguemines et tous les citoyens de Sarreguemines qui ce soir souhaitaient être présents. Je crois que c'est une solidarité, c'est un moment fort et je crois que l'émotion était palpable, en tout cas en ce qui me concerne. J'espère qu'on n'aura pas à renouveler ce type de manifestation parce que c'est un acte barbare qui aujourd'hui, je crois, traumatise la communauté française tout entière. Un mariage de raisons. Dans le secteur, c'est la première fois qu'un équipement est partagé par des communes qui n'appartiennent pas à la même structure intercommunale. Si Willerwald et Ambach sont des communes de la Casque, Sarralbe fait partie de la communauté de communes de l'Albe et des Lacs. Cela ne les a pas empêchés de finalement s'associer. En 2003, on était tout près de réaliser pour Ambach-Willerwald. Quand Sarralbe nous a sollicités, nous avons bien sûr hésité un moment, mais ensuite nous avons compris qu'il ne fallait pas laisser ces collectivités de côté et qu'on pourrait optimiser à 3 mieux qu'à 2. La Casque porte le projet à 51% environ, contre 49% pour la ville de Sarralbe. 2 subventions ont été allouées par l'agence de l'eau Rhin-Meuse et le Conseil général de la Moselle. On sait que pour des stations d'épuration, plus elles sont importantes, mieux elles fonctionnent. Et c'est aussi cet élément-là qui a plu et a été retenu par nos cofinanceurs. La mutualisation des coûts, environ 4 millions d'euros, a permis la construction d'une station nouvelle génération. D'ordinaire, le clarificateur et le bassin d'aération sont 2 ouvrages séparés. Là, ils ont été combinés. Résultat, moins d'emprise au sol et une épuration mieux calibrée et a fortiori moins coûteuse. 6 mètres de hauteur permettent en effet de stocker mieux et plus de boue. Un débit de pointe d'environ 300 mètres cubes par heure est annoncé. Une sonde a également été installée au niveau du bassin d'aération, là où les eaux usées sont traitées pour la pollution. La sonde relèvera le nombre d'ions nitrate et ammonium et permettra aux compresseurs qui injectent l'oxygène dans le bassin de s'adapter à la consistance réelle des effluents, avec bien sûr comme objectif des économies d'énergie, sachant que la consommation électrique est le poste en général le plus onéreux pour une station d'épuration. D'autre part, une STEP, c'est 2 fils, la file eau et la file boue. Le partenariat inédit Casque commune de Sarralbe a changé la donne sur ces 2 points. Les eaux épurées d'abord. Désormais, elles seront reversées dans la Sarre et non pas, comme le prévoyait le projet initial, dans le Horbach. Le fait de pouvoir s'associer à Sarralbe a permis à tout le monde de retrouver réellement un cours d'eau avec réellement des débits qui soient significatifs et de permettre effectivement de restituer à la nature une eau bien traitée dans les meilleures conditions. Les normes qui nous auraient été imposées si on avait rejeté directement dans le Horbach auraient été draconiennes par rapport aux normes un peu plus souples qui sont imposées pour un rejet dans la Sarre. Le maire de Willerwald espère à terme le retour d'une faune et d'une flore aquatique. Dans les années 50, on se baignait dans la rivière, on attrapait des poissons et tout était fleuri, la faune aquatique, les libellules, et tout ça, ça a disparu avec le temps. Concernant les boues, c'est le système de boue pressée qui a été retenu par les 2 collectivités. Parce qu'on voit qu'on arrive à des volumes de boue qui sont vraiment très réduits et qui sont réutilisables par la suite. Le gros problème des stations d'épuration, en règle générale, c'est qu'est-ce qu'on fait des boues. Et là, ce système-là permet effectivement de se retrouver avec un minimum de boue et avec des boues qui sont réellement réutilisables. Donc je crois qu'économiquement dans la durée, eh bien on se retrouvera là avec un système qui est certainement ce qu'il y a de plus performant à l'heure actuelle. L'excédent de boue sera traité, épaissi et transformé à l'état solide, permettant différentes utilisations. On peut les utiliser à toutes sortes
de fin l'épandage agricole, mais aussi, s'il le fallait, une incinération ou un compostage. Cette steppe se veut la plus rentable possible, tout en répondant à une volonté de développement durable. Je rappelle que pour le moment, l'association s'appelle toujours Sarreguemines Tourisme, Office de tourisme de Sarreguemines. Et naturellement, il va s'appeler de Sarreguemines Confluence. Une nouvelle dimension pour l'Office de tourisme de Sarreguemines. L'association ne sera plus financée par la ville de Sarreguemines, mais par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Dans les faits du moins, ce sera le cas à partir de la prochaine Assemblée générale, au cours de laquelle seront installés les nouveaux membres de l'association. Celle-ci comptait jusqu'à présent 6 membres de droit nommés par la ville de Sarreguemines. Elle comptera désormais 12 membres de droit. Pour le moment, les 6 nommés par la ville vont continuer leur mandat et la CASC va nommer 6 représentants lors de son prochain conseil communautaire, jeudi soir. L'association a profité de cette modification de statut pour réactualiser aussi certains articles, modifier les durées des mandats portés désormais à 2 ans et élargir son champ d'action. Pour valider tout cela, il ne restait plus qu'à voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Tout le monde est pour. Alors là, merci pour votre unanimité. Et donc, ces nouveaux statuts sont adoptés par l'Assemblée générale extraordinaire que vous êtes. Voilà.